Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien installés et que surtout, vous êtes amoureux du cinéma. Ou plutôt, amoureux du vrai cinéma. Parce qu'en effet, dans cette vidéo, je vais vous rappeler, vous faire découvrir ou redécouvrir des films que je considère malheureusement à tort comme sous-cotés. Des films excellents mais qui ont malheureusement tendance à finir oubliés alors que pourtant, ils ont toutes les caractéristiques et toutes les qualités pour être des incontournables qu'on se remet de temps en temps. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il y a un peu moins d'un an, j'avais sorti déjà une première vidéo spéciale film sous-coté. J'ai revu la vidéo pour la forme et c'était juste horrible, j'ai une façon de m'exprimer qui est juste insupportable, j'ai des éléments de langage récurrents, je répète toujours les mêmes mots, c'est infernal. Même le cut est mal foutu, donc bravo infiniment et merci à ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui sont abonnés parce que la vidéo a plutôt bien marché avec le temps, donc merci pour votre patience. Et surtout, merci pour votre ouverture d'esprit. En tout cas, je me suis dit que j'allais sortir d'autres vidéos là-dessus, pas spécialement pour alimenter la chaîne, parce que, croyez-moi, des idées de vidéos, rien que pour ce mois de décembre, j'en ai une bonne trentaine, parce que j'ai envie de réagir à l'actualité, à des films qui sont sortis, bref, j'ai 2000 idées qui fusent dans ma tête tous les jours. Seulement, il m'est arrivé un truc dernièrement, quelque chose qui m'a quand même assez effrayé, et bien c'est le rapport entre les nouvelles générations et le cinéma, car je m'aperçois que les nouvelles générations de maintenant, c'est-à-dire les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, ils n'ont pas du tout le même rapport au cinéma que par exemple les gens de ma génération. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris l'université, donc je suis au contact de jeunes gens, âgés en moyenne entre 18 et 26-27 ans, et je m'aperçois que leurs références cinématographiques sont à des années-lumière des miennes. En fait, leur référence cinématographique est plutôt, même pas basique, elle est juste différente. Et je ne dis pas ça en mode « Ah là là, les jeunes de maintenant, vraiment, ils n'ont aucune culture, ils ne s'intéressent à rien, ils ne connaissent pas les vrais classiques. » Pas du tout. Cette génération, elle est exactement comme les autres, elle fait avec ce qu'elle a, avec ses moyens, et avec les tendances du moment. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T, le cinéma, ça ne fait plus autant rêver qu'il y a 10, 15, 20 ans. En une dizaine d'années, j'ai vu l'évolution, et les jeunes de maintenant sont beaucoup moins intéressés par le cinéma, parce que, avec les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, etc., on a moins le temps de regarder des films, et surtout des films qui sont différents, qui ne sont pas vraiment en phase avec l'époque, ce qui est assez contradictoire, étant donné que les films sortis il y a une dizaine d'années sonnent plus modernes et bien plus qualitatifs que ce qui sort dernièrement. C'est quand même dingue. Ces 5 dernières années, enfin ces 4 dernières années, dès qu'on est passé en 2020, la qualité générale du point de vue du cinéma et des séries a drastiquement baissé. Il y a vraiment eu un gap entre 2019 et 2020. Alors, ça s'améliore tout doucement, 2024, on a eu quand même pas mal de grands crus, mais on est très très loin de ce qu'on produisait il y a encore, 10, 9, 8, 6 ans. Je veux dire, par exemple, pour 2024, on a eu des bons films, oui, mais ils sont très loin d'égaler les films les plus moyens sortis il y a 10 ans, en 2014. Vous voyez la différence? Il y a des films sortis en 2014 dont on parle encore maintenant, et qui ont lancé des licences. Or, des films dont on va parler dans 10 ans, qui sont sortis cette année en 2024, et en 2023, 2022, 2021... il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. En tout cas, les jeunes avec qui j'ai parlé, je me suis aperçu que leurs références n'étaient pas du tout les mêmes que les miennes, et encore une fois, je ne juge pas, quand j'avais leur âge, quand j'avais 20 ans, eh bien mes références étaient plus ou moins les mêmes que maintenant, dans le sens où je m'intéressais au cinéma, je connaissais plein de réalisateurs, d'acteurs, de films cultes, et maintenant les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, alors d'un côté on pourrait trouver ça effrayant, mais bon, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça, c'est le renouvellement des générations. Par exemple, dans les années 70, eh bien les films des années 50 et 40 ne parlaient pas aux jeunes, donc ceux qui avaient 18-20 ans dans les années 70, ceux qui avaient 18-20 ans dans les années 90, eh bien les films des 70s et des 60s, ça leur parlait moins, etc., etc. Mais là, avec l'apparition de TikTok et de la multiplication des réseaux sociaux, le rapport est radicalement différent. Et c'est pour ça, avec ces vidéos, j'ai envie de faire perdurer l'existence de certains films qui méritent le coup d'œil, qui méritent d'être sortis du placard, des films que j'ai aussi bien envie de faire découvrir aux anciennes générations qu'aux nouvelles. Mais bref, en tout cas, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, vous vous excuserez cette longue intro, mais il fallait que ça sorte, et encore, j'ai pas dit tout ce que j'avais sur le cœur, parce que vraiment, je suis inquiet de voir que qu'une bonne partie des films qui nous ont fait rêver vont plus ou moins disparaître dans les brumes de l'histoire, comme ça a été le cas de toute façon, parce que par exemple, on ne parle plus des films des années 20, 30, 40, 50, 60, 70, alors que pourtant beaucoup étaient réalisés, on se rappelle que des références, mais le jour où les cinéphiles, on va dire, de mon acabit vont disparaître, bon bien, la plupart des films qui nous ont fait rêver, qui nous ont émerveillés, eh bien,
il y aura qui pour les regarder? Il y aura qui pour s'y intéresser? On ne sait pas, donc c'est pour ça, pendant que je suis là maintenant, j'ai envie de faire perdurer l'existence de certains films, et vous allez voir que tout ce dont je vais parler, ils sont juste géniaux. Je pense que la plupart d'entre vous vont les kiffer, et ils vont tous plus ou moins recenser un taux de satisfaction d'environ 90-95%. Allez, 80% minimum, en tout cas ils sont tous excellents, géniaux, voire même intemporels. Et bien sûr, enfin, je précise, je ne vais pas parler de films trop vieux, je vais parler de films sortis dans les années 2010, 2000, donc des films qui en soi sont pas si vieux pour nous, mais pour les nouvelles générations, celles qui sont là et celles qui vont arriver, eh bien c'est déjà des vieux films. Ouais, ça fait mal. En 10e position, on va commencer avec un chef-d'œuvre juste intemporel, c'est juste dingue que ce film refuse autant de vieillir, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. On tient ici l'une des dystopies les plus réalistes jamais vues dans l'histoire du cinéma. Les Fils de l'Homme est un des films les plus beaux, enfin, visuellement parlant je parle, parce qu'on est dans un univers quand même assez dark. En gros, les femmes peuvent plus avoir d'enfants. Il y a une espèce de virus, on sait pas trop quoi, qui a rendu les femmes infertiles, et on est 18 ans après l'arrivée de ce virus ou de cette malédiction, j'en sais rien. Donc la personne la plus jeune dans ce monde-là, elle doit avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et bon, le monde est, je veux dire, il part un petit peu en sucette, quoi, parce que il y a plus de renouvellement de génération. D'ailleurs, c'est un peu en lien finalement avec mon intro. Il y a plus d'enfants, il y a plus d'adolescents, il y a plus de suite. Tout le monde vit quelque part ses derniers instants. Enfin, l'humanité vit ses derniers instants. Et on est dans un monde en plus géopolitiquement, c'est quand même assez vénère. On sait pas grand-chose de comment ça se passe, mais le film est tellement démonstratif, tellement réaliste, tout est tellement palpable. On a vraiment l'impression de voir un documentaire d'une réalité alternative. On est dans l'Angleterre du futur, et c'est une Angleterre en même temps qui est assez proche. Et je rebondisse là-dessus, parce que le film est sorti, je crois, en 2006, donc réalisé en 2005, et pourtant, encore une fois, je dis, il n'a pas vieilli du point de vue technologique. On a l'impression qu'il est sorti la semaine dernière. Alors, il n'y a pas encore les smartphones que l'on connaît, tout ça, mais du point de vue technologique, il y a des moments, des passages où on se dit « Wow, mais attends, ce film était juste visionnaire !» Et du point de vue géopolitique, c'est tout aussi visionnaire. Enfin, on peut imaginer, donc une Angleterre qui est un petit peu comme une enclave, où tous les peuples d'Europe essayent un petit peu de monter dessus, parce que on imagine qu'en Europe, il y a eu une autre guerre mondiale, avec un cataclysme ou je sais pas quoi, qui a tout ravagé, et toutes les populations essayent de se barrer, essayent de vivre sur ce caillou. Et donc géopolitiquement, c'est quand même assez sordide, et on voit comment fonctionne l'Angleterre. Alors il y a toujours un système, il y a toujours une politique, une hiérarchie, avec un système qui fonctionne plus ou moins bien, avec des gens qui travaillent, des infrastructures. D'ailleurs c'est intéressant parce que le personnage principal, c'est pas du tout un soldat, une troupe d'élite, c'est un mec normal, qui a un boulot normal, qui se retrouve dans une situation rocambolesque. Mais bon, je ne vais pas spoiler, juste regardez-le, visuellement il est dingue, au niveau du jeu d'acteur c'est juste parfait, ils sont tous excellents, d'ailleurs on peut noter la présence de cet acteur là qui a percé dans 12 Years a Slave à peu près 10 ans après, un peu moins de 10 ans après. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais bref. D'ailleurs, il a percé avec 12 Years a Slave et il a disparu juste après, malheureusement, alors que pourtant c'est un excellent acteur. En tout cas, je vous recommande vraiment ce chef-d'œuvre. Il y a des scènes qui sont juste inoubliables, et encore aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. Je ne connais aucun équivalent au Fils de l'Homme, parce que c'est... Vous allez voir à quel point ce film est parfait. Si vous ne l'avez pas encore vu, matez-le, vous allez voir, c'est touchant, c'est beau, c'est triste, c'est déprimant, mais il y a toujours une petite pointe d'espoir au dernier moment. Et mention spéciale à toutes ces scènes qui ont été filmées en plusieurs fois, mais on a l'impression que ça a été tourné en une seule. La scène de l'attaque des pillards, quand il y a l'attaque sur la route, ça c'est inoubliable. Au cinéma, ça devait être un truc de zinzin. Voir ce film au cinéma, ça devait être une expérience, mais juste... Comment dire, on se rendait pas compte à l'époque à quel point ce film était puissant et à quel point il était parfait du point de vue visuel. Donc il y a cette scène qui est juste dingue, forcément si vous l'avez vu, vous voyez à quoi je fais allusion, et mention spéciale également à la scène finale dans le combat en milieu urbain avec la caméra à l'épaule qui suit le gars pendant que ça tire de partout quand il monte dans l'immeuble. Enfin mais c'est... ce film est juste parfait, 10 sur 10 direct, je suis ému rien que d'en parler tellement c'est... Enfin, je suis ému du point de vue de la qualité du film, en même temps je suis ému du point de vue du fait qu'on est incapable de reproduire des trucs pareils aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on peut, mais je pense qu'il faut une certaine forme de courage et pas tellement de flemme, parce que le film était quand même assez dur. Du point de vue de l'histoire, c'était quand même... Bon, on est dans une dystopie. C'était un film qui était juste intelligent. Et c'est vrai que des films intelligents sortis dernièrement, on n'en a pas tant que ça, et donc, oui, j'insiste bien sur le fait que ce film est parfait, et que vous devez le voir, impérativement le voir ou le revoir pour votre culture personnelle, votre culture cinématographique. Un produit pareil, c'est juste inoubliable. En numéro 9, alors là on change complètement de registre, et on va descendre un peu en dessous en termes de... Je vais pas dire en termes de qualité, même si pour certains c'est... Oui bon,
Pour certains, c'est une baisse de qualité directe, mais ça reste quand même un bon divertissement. Là, on change totalement de registre. Là, on quitte la dystopie réaliste. J'ai mis Les Fils de l'Homme en premier parce que je voulais vraiment vous accrocher. Si vous regardez juste le premier dont je parle, eh bien, j'ai au moins mis en avant un chef-d'œuvre intemporel que tout le monde doit mater au moins une fois. En tout cas, en numéro 9, je mets un film d'action un peu plus léger. C'est Opération Espadon, avec un jeune Hugh Jackman qui venait à peine de commencer sa carrière Hollywood juste après X-Men. On peut également comptabiliser au casting John Travolta, Halle Berry, Don Cheadle, bref, des acteurs, bon, pas Travolta, mais des acteurs qui commençaient à percer, bah ouais, tiens, Halle Berry qui était également dans X-Men avec Jackman, Don Cheadle qui commençait à percer avec Ocean's 11. Bon, et bien, ce film d'action, je l'ai revu dernièrement, et wow, il est super clean, il est sorti en 2001, et pourtant on a l'impression qu'il a été tourné la semaine dernière, là aussi, quoi, c'est du point de vue visuel, on a l'impression de voir un film sorti il y a, ouais, bah, récemment, quoi, il y a des tas de films d'action que j'ai vus dernièrement, qui, alors je vais pas dire, sont moins beaux, mais n'ont rien à envier à Opération Espadon. D'ailleurs, Opération Espadon est principalement connue pour cette scène, ce money shot où on voit la meuf exploser avec la bombe, là où c'est une meuf ou un mec, je sais plus, une meuf je crois, avec les flics et on voit toutes les balles, parce que la nana elle est harnachée c'est une histoire de terrorisme, de terrorisme hacker, etc. Elle a une bombe sur elle, la bombe explose, et en gros, bah, on voit la bombe au ralenti qui est en train de tout défoncer autour avec les bagnoles, les mecs qui se font embarquer, qui se font valser. C'était un plan qui était juste wow à l'époque, et je rappelle qu'on parle d'un film de 2001. Et là aussi, je trouve qu'il n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride. Alors, du point de vue de la technologie, bien sûr, la technologie de l'époque, hein, même ça, quoi. Quand je l'ai revu là dernièrement, je me suis dit, mais attends, mais à l'époque, ils avaient déjà c'était connu, hein, mais ils avaient déjà des ordinateurs portables qui étaient plutôt compacts, ils avaient des téléphones, bien sûr, des portables, mais ils n'avaient pas d'iPhone, évidemment, enfin, ils n'avaient pas de smartphone, mais pour autant, du point de vue technologique, eh bien, c'est un film qui, là aussi, n'a pas tant vieilli que ça. Parce que généralement, les films vieillissent en partie à cause de leur environnement, et principalement les environnements de la vie quotidienne, hein, les bagnoles, les fringues, les téléphones également. Les téléphones, c'est un marqueur d'époque en général. Et bref, bah, ce film, j'ai presque du mal à l'identifier. On pourrait presque croire que c'est un film qui est sorti dernièrement, mais qui se déroule début 2000. Et je voulais en parler parce que, bah, du point de vue potentiel action, mise en scène, jeu d'acteur, dialogue, c'est un très bon divertissement, sans prétention. Avec un John Travolta qui d'ailleurs je crois avait gagné un Razzie ou je sais pas quoi, beaucoup ont trouvé sa prestation catastrophique, moi je l'ai trouvé très bien, je veux dire, il faisait un bon méchant, un bon antagoniste, assez philosophe, en plus c'est un antagoniste qui adore le cinéma, qui parle souvent de cinéma, qui fait souvent des allusions cinématographiques par rapport à ses crimes, tout ça, par rapport à ses actions. Enfin si pour certains John Travolta était catastrophique dans Opération Espadon, eh bah matez-le dans Punisher, hein, c'est un autre délire, c'est un autre level, ou encore dans Battlefield Earth, on est carrément pas du tout dans le même game. Bon bref, en tout cas, Opération Espadon, c'est un petit film d'action qui paye pas de mine, mais qui est sacrément cool à regarder. En numéro 8, un film de baston, de combat, réaliste, que j'adore, c'est peut-être mon préféré d'ailleurs, bien avant Rocky et tout ça, c'est Warrior de Gavin O'Connor. À la base, je voulais vous parler de Mr. Wolf, du même Gavin O'Connor, un réalisateur américano-irlandais, film avec Ben Affleck, tout ça. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils vont sortir Mr. Wolf 2. Alors à la base, le titre original, c'est The Accountant. Film d'ailleurs qui est sous-coté, qui mériterait d'être mis en avant, donc ça me fait faire une pierre de coups. En tout cas, pour moi, la pièce maîtresse de Gavin O'Connor, c'est Warrior. On tient ici l'un des meilleurs films de MMA jamais produit. Alors, pour certains experts, bien sûr, les gars qui ont fait du MMA, pour eux, c'est pas le film le plus réaliste. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, en écoutant une interview de Frank Grillo, que Dana White, le mec qui tient l'UFC, il n'aime pas Warrior. C'est la petite anecdote pour ceux qui kiffent le MMA. J'écoute beaucoup d'interviews d'acteurs, et notamment ceux de Frank Grillo, parce que le mec est super intéressant, super intense dans ce qu'il dit. Il a beaucoup d'énergie, c'est un gars qui... C'est le genre de gars dont on manque dans le cinéma français. Enfin, c'est le genre de gars qu'on aimerait avoir tout court. Et j'écoute souvent ce mec, et il expliquait que Warrior, donc un très bon film sur le MMA à la base, eh bien il n'est pas apprécié par Dana White. Bref, c'est la petite anecdote, on s'en fout. En tout cas, ce film, il est juste parfait, à mes yeux, à absolument tous les niveaux. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que les acteurs, en acteurs principaux, on a Tom Hardy, à l'époque où Tom Hardy commençait à vraiment devenir bankable, il commençait à devenir vraiment connu, il venait juste de sortir de Bronson, il se préparait pour The Dark Knight à l'époque. Bien là, il est pour moi au top du top, au niveau physique, au niveau du jeu d'acteur, il est très bon. Excellentissime, impérial, et à l'époque, Tom Hardy venait juste de découvrir le MMA, découvrir la boxe, le kickboxing, la lutte, etc. Et pourtant, il est hyper crédible, il est effrayant, il est super impressionnant. Il partage l'affiche avec Joel Edgerton, qui est un acteur australien trop sous-coté, mais qui a explosé justement après Warrior. Et les deux sont juste impériaux. Ils jouent tous les deux des frères, qui sont séparés machin, mais on a vraiment le terreau fertile pour créer un joli un mélodrame sur deux frangins qui se retrouvent à se battre ensemble, l'un contre l'autre.
Pour autant, la façon dont c'est mis en scène, eh bien, c'est réaliste, c'est crédible, c'est ancré dans le monde réel, parce qu'on a affaire à des personnages qui sont pas des superstars, qui sont pas des comment ça s'appelle, enfin les personnages ne sont pas des comment dire, des mecs qui ont de l'argent, qui vivent dans des châteaux, non, il y a un côté très prolo. Le personnage que joue Tom Hardy, bah c'est c'est un vétéran de l'Irak, qui revient dans sa ville de Pittsburgh, dans les coins, dans les quartiers ouvriers. Joel Edgerton, il joue un prof qui est en galère, qui est tenu à la gorge par les banques, parce qu'à l'époque c'était la crise économique, tout ça, par rapport à 2008, enfin c'est réaliste, c'est crédible, c'est parfait visuellement. C'est très modeste au niveau de la mise en scène, pour autant c'est très immersif. Ça rappelle un petit peu ces films de l'âge d'or hollywoodien dans les années 70, au niveau de l'immersion, au niveau du jeu d'acteur, et surtout, mention spéciale à la musique de Mark Isham. Pour moi, la bande-son de Warrior fait partie des meilleures jamais produites dans le cinéma, donc bref, je vous recommande ce film d'urgence. Et ce qui est génial, c'est que vous aimiez le MMA ou non, vous êtes sûr d'aimer, parce que moi à la base, je suis pas spécialement un grand fan de combat, grand fan de MMA, pourtant ce film, je l'adore, je pourrais le mater matin, midi et soir. Film dramatique, sans mélo, musique parfaite, acting excellent, plan final magique, je recommande d'urgence. En numéro 7, alors là on change complètement d'ambiance, hein. Adieu les sports de combat, les trucs réalistes qui vous tirent la larmichette, non, là on rentre dans un autre délire, il faut que je vous parle d'Hansel et Gretel, mais wow, c'est quoi ce film de zinzin? Le film est sorti en 2014, il y a tout juste 10 ans, et c'était une sacrée claque quand je l'ai vu, et à la base, je ne voulais pas le voir, je me suis dit, oh, je me rappelle, c'était ma copine de l'époque qui avait ramené le DVD, à l'époque on regardait encore des DVD, vous vous rappelez, et elle veut lancer le film, elle dit, bah tiens, j'ai une collègue qui m'a prêté ça, j'étais, oh non, pas envie, oh, le casting, voilà, non, ça va être une espèce d'Avengers, avec des sorcières, bon, je suis pas tellement chaud, et elle a lancé le truc, et j'étais à fond dedans. Pourquoi? Parce que c'est super violent, mais waouh, c'est génial, ça saigne de partout, ça... Enfin, c'est génial. Pour ceux, du moins, qui aiment les films d'action horreur, mais c'est pas de l'horreur, vous savez, avec des jumpscares ou des trucs dans le genre, non, c'est du défouloir. On voit donc Hansel et Gretel, c'est une version revisitée du conte de Grimm, je crois, donc on n'est pas du tout dans un truc réaliste, en lien avec l'ouvrage de base, hein. Non, là on est dans un autre système, un autre monde, alors c'est le Hansel et Gretel classique dans l'Allemagne ou je sais pas quoi, de la fin du 19e siècle, sauf que là on ajoute à ça les fusils à pompe, les revolvers, des mitrailleuses Gatling, etc. Et on voit Hansel et Gretel qui sont déter pour exterminer toutes les sorcières du coin, et c'est génial, c'est un bon divertissement qui s'assume. Alors le réalisateur je crois est danois ou... scandinave, un truc dans le genre, donc c'est bien, on a le bon mix entre l'approche des fables et des contes un peu d'Europe du Nord, nordique, etc., les contes germaniques, donc il y a la petite touche européenne, l'European touch, avec le côté spectaculaire et l'acting américain bien intense, et en même temps avec des gueules qu'on connaît, hein, Jeremy Renner, Gemma Arterton, je crois que c'est elle son nom. En tout cas, c'est un très bon divertissement, bien énervé, bien fun, sans prétention, et qui est malheureusement trop sous-coté. Si vous cherchez un bon film d'action, avec du sang, du fantastique et des sorcières, je trouve que les sorcières, c'est des personnages un peu trop... comment dire, il y a très peu de films sur les sorcières qui ont été foirés, je remarque, finalement, par rapport aux vampires, où généralement il y a à boire et à manger, et surtout, Vous m'avez compris? Mais du côté des films de sorcières, généralement, on est assez peu déçus, hein. Le Magicien d'Oz, le projet Blair Witch, The Witch, et puis là, Hansel et Gretel. Et bien Hansel et Gretel, c'est un très bon film de sorcières, que je vous recommande, sans modération. Enfin, du moins, si vous aimez la violence graphique. En numéro 6, il faut que je vous parle d'un film de guerre, d'un film géopolitico-film de guerre, c'est Le Royaume de Peter Berg, réalisateur du très très moyen Battleship et de l'excellent Du sang et des larmes. Bon, et bien Peter Berg, il a ce film à son actif, donc Le Royaume, sorti en 2007 il me semble, et c'est un excellent film d'action, de géopolitico-action, enfin action, pas tant que ça, parce que des scènes d'action, il y en a assez peu en réalité, il y en a qu'au tout début, la scène de l'attentat qui est juste, vous verrez bien, et la scène finale, ça se déroule sur quand même, on dirait, je crois sur 20 minutes à peu près, 20 minutes bien denses, où les gentils se battent contre des méchants, et c'est réaliste, c'est immersif, c'est génial, les personnages sont tous très attachants, et je vous recommande ce film qui malheureusement a un peu trop disparu des radars. Regardez l'affiche qui est d'ailleurs très classe, et mention spéciale au générique du début qui pose le contexte avec la découverte du pétrole en Arabie Saoudite, comment les Américains sont implantés, comment ils ont négocié les barils de pétrole, la consommation de pétrole aux États-Unis, l'impact de la guerre en Irak, les attentats, tout ça, c'est super intéressant. Je crois que c'est le générique du Royaume, c'est un des génériques les plus intelligents que j'ai vu. Il me rappelle un petit peu celui de Lord of War, dans un autre délire. En tout cas, je vous recommande ce film d'urgence également.
En numéro 5, il faut que je parle d'un film qui risque de diviser. Je veux réhabiliter Die Hard 4, car pour moi, c'est un des meilleurs Die Hard. Die Hard, pardon. Pour moi, le meilleur Die Hard, c'est le premier, et en deuxième position, je mets Die Hard 4. Non, je ne vais pas mettre Die Hard 3, car pour moi, Die Hard 3 est un bon buddy movie, mais pas spécialement un Die Hard. D'ailleurs, j'en profite, en termes de buddy movie, par exemple, je préfère de très très loin Le Dernier Samaritain à Die Hard 3, Une journée en enfer. En tout cas, bref, j'estime que Die Hard 4 mérite d'être réhabilité, car le film est beau, il est génial. Alors, j'admets que la scène finale, le combat final, est pas terrible. J'aurais espéré une autre fin. Cependant, tout le reste est juste wow. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est que le film a été tourné en 2006 et il est sorti en 2007. Et bien là aussi, comme pour les Fils de l'Homme, le film est intemporel du point de vue visuel. Re-regardez-le, il est juste parfait. Au niveau des scènes d'action, au niveau de l'immersion, au niveau du réalisme, au niveau de la crédibilité, au niveau de comment est placée la caméra, comment elle bouge, tout ça, c'est juste du miel, sans déconner, c'est du caviar, j'ai pas d'autres mots, c'est visuellement presque trop beau. Et Die Hard 4, si bien sûr il y a des tas de scènes complètement rocambolesques du point de vue de l'action, ça va même encore, ça va bien au-delà de ce qu'on a vu dans les précédents Die Hard, et bien ça reste un excellent divertissement, avec un très bon duo, Bruce Willis et Justin Long, hein, le mec à l'ancienne qui essaye de s'en sortir avec le geek, qui s'y connaît en informatique, tout ça. Ça sonne tellement moderne, ça sonne tellement, parce qu'il y a de l'informatique partout, il y a des écrans, il y a des... Voilà, on se croirait dans Matrix, pour autant... Il y a toujours cette petite vibe, cette petite touche des années 90, mais qui est pleinement incarnée par John McClane. C'est John McClane, effectivement, qui est télescopé dans Matrix. C'est comme si vous balanciez une vieille Mustang qui se charge uniquement à l'essence dans dans un parking rempli de Tesla, quoi. Il fait presque, je vais pas dire tâche, mais il fait tellement... c'est ça aussi la force de ce film, c'est que McClane, ici, fait vraiment la jonction entre le monde d'avant et le nouveau, celui qui arrive. Bon bref, en tout cas, Die Hard 4, pour moi, mérite sa réhabilitation d'urgence. Et mon avis sur Die Hard 5, pour moi, c'est pas un Die Hard, donc ça rentre même pas en ligne de compte. Pour moi, c'est hors catégorie, ça... Zou. En numéro 4, alors là, on change complètement de sujet. Alors, j'ai un peu taclé la France, mais il est temps que je réhabilite plus ou moins certains films. Et pour l'occasion, je vais en réhabiliter une bonne comédie, Incognito. Vraiment, j'ai adoré cette comédie, je me suis bien marré. Une comédie généreuse, bien fun, avec un très bon Franck Dubosc, comme toujours. Benabar, j'ai trouvé très attachant, je le trouve très drôle, enfin, malgré lui, quoi, il a un bon jeu d'acteur. Également en casting, on peut comptabiliser le regretté Jocelyn Quivrin, qui nous a quitté justement l'année de sortie du film, en 2009, donc ça commence à dater. En tout cas, excellente comédie, excellent trio, Dubosc, excellent. Alors l'histoire, vite fait pour situer, c'est un contrôleur de la RATP, qui a un petit groupe de rock quand il est jeune, et il fait son groupe avec Jocelyn Quivrin, donc Benabar avec Jocelyn Quivrin. Jocelyn Quivrin finit par péter un plomb, il se casse, il se barre en Inde, on ne sait pas où, et Benabar, enfin, je dis le nom des acteurs, hein, mais donc le personnage de Benabar, il retrouve dans sa cave des petits carnets qui contiennent des chansons qui ont été écrites par Quivrin, et grâce à ces petits carnets, en récitant les chansons, il va devenir une superstar, donc il aura volé les chansons à son pote, et un jour, son pote ressurgit, et ça donne droit à des scènes super drôles. Bref, je vous le recommande, très bonne comédie, hein, si vous voulez un petit peu oublier vos petits problèmes du moment. Matin Incognito, ça va vous faire du bien. En numéro 3, un bon film d'action bien bourrin, qui était génial à sa sortie et qui est toujours génial maintenant, The Island. Alors là, on est dans la pure production, je crois, Jerry Bruckheimer, Michael Bay, ces mecs-là, grandiose, vraiment, c'est... le film est sorti en 2005, il n'a pas vieilli, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, tout ce que je sais, c'est que tous ceux et celles à qui je l'ai montré, ils ont kiffé, pas besoin de trop épiloguer là-dessus, je vous laisse découvrir ce film, parce que c'est un très bon divertissement, qui rappelle un petit peu les films dystopiques, les trucs, comme on a vu les années d'après, hein, genre les Hunger Games, les trucs comme ça. Alors oui, je sais, c'est pas du tout le même genre, mais j'ai du mal à trouver un film, une dystopie comme ça, à avoir la maturité de The Island. Alors en soi, The Island est un film mature, oui, mais il y a quand même du fun, il y a quand même une ambiance plutôt chill, Je me fais comprendre ou pas? En tout cas, bref, je recommande The Island, il est sorti, enfin il va fêter ses 20 ans l'année prochaine, et j'estime qu'il mérite d'être réhabilité, car on a tendance un petit peu à l'oublier, alors que pourtant il est juste parfait, le packaging est génial, l'affiche est superbe, et les scènes d'action sont juste inoubliables, les enjeux le sont tout autant, bref, il y a des tas de scènes qui vont vous rester en mémoire. Les nouvelles générations qui me suivent, matez The Island. Là aussi, pareil, on parle d'un film qui est sorti en 2005, et pourtant il est toujours aussi intemporel, on pourrait croire qu'il est sorti la semaine dernière. En numéro 2, un autre film avec Bruce Willis, et peut-être son plus sous-coté, un film que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Bandi.
Le réalisateur, je me souviens plus, je crois que c'est Barry Levinson, je suis pas sûr. En tout cas, au casting, on a Bruce Willis, Billy Bob Thornton et Cate Blanchett. À l'époque, Cate Blanchett a commencé à se faire connaître, le film date de 2001 quand même, ça date. Et ici, on a affaire peut-être à un des meilleurs duos du cinéma. Donc Bruce Willis et Bob Thornton, les deux incarnent des gentlemen braqueurs. En gros, les mecs, ils font des braquages, mais des braquages avec courtoisie. Ils ne malmènent pas les employés de la banque, ils ne malmènent pas les clients, ils ne font pas des menaces trop énervées. C'est deux gars qui sont effectivement des gentlemen quand ils braquent les gens, et c'est génial leur façon de faire. En gros, ce qu'ils font, leur motus operandi, comment on dit déjà ça, c'est d'aller la veille du braquage chez le directeur d'une banque qu'ils comptent braquer, et donc ils passent la nuit chez eux, donc ils les tiennent en otage, et le lendemain, ils y vont en famille, avec la femme, les gosses, tout ça, pour aller ouvrir la banque, et puis piquer l'argent, et après se barrer. Et leur façon de faire est juste géniale, et ce duo est excellent. Donc on a Bruce Willis, qui ressemble à Bruce Willis, quoi, une espèce de John McClane. D'ailleurs, c'est marrant avec Bruce Willis, parce que il a toujours eu le même rôle, et on le kiffe pour ça. Il a jamais été spécialement fatigant, a toujours employé le même genre de rôle, enfin, jusqu'à ce qu'il sombre dans des nanars, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, c'est cool de le voir là-dedans. Alors, c'est pas un mec spécialement hyper violent comme on l'a vu dans les années 90, quoi. C'est-à-dire que il a une virilité, il a une force. Il va pas pour autant l'utiliser au cours du film. Il impose sa présence. Ça qui est génial, c'est que il met pas un seul coup de poing. Pour autant, on sait qu'il rigole pas. Et il fait équipe avec donc celui qui joue Billy Bob Thornton. Je me souviens plus de son nom dans le film, mais Billy Bob Thornton dans ce film, c'est une espèce d'hypocondriaque qui est terrorisé par les maladies, qui est constamment à faire attention à tout. Qui tombe tout le temps malade, et il est juste génial dans cette équipe est juste fantastique parce qu'ils ont une excellente alchimie tous les deux. L'un c'est les muscles et l'autre c'est le cerveau. Et puis ils vont rencontrer en même temps Cate Blanchett qui va apporter sa petite valeur ajoutée. Bref, film généreux, super drôle, intelligent et juste inoubliable. Ce film mérite d'urgence d'être remis sur le devant de la scène et vous devez voir Bandi. Matez-le et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et enfin, pour terminer en numéro 1, je vais y mettre mon film préféré, vraiment. Alors à la base, c'était pas mon film préféré, mais il est devenu par la force des choses, tellement je l'aime, tellement je le trouve parfait. C'est Munich de Steven Spielberg. Alors quand on pense à Steven Spielberg, on pense naturellement à d'excellents films, et beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous allez dire que le meilleur film de Spielberg, c'est Les Dents de la Mer, La Liste de Schindler, Le Soldat Ryan, Jurassic Park. Eh bien pour moi, son meilleur film, son plus abouti, c'est Munich. Car il est parfait du début à la fin, de la première à la dernière scène. Et le plus troublant là-dedans, c'est que Munich, regardez l'affiche, ça donne pas spécialement envie, et l'histoire donne pas spécialement envie non plus, et d'ailleurs, l'histoire résonne malheureusement un peu trop avec l'actualité du moment, par rapport à ce qui se passe en Palestine, Israël, tout ça. D'ailleurs, le film a une morale là-dessus, c'est un film qui est presque visionnaire du point de vue de son message. Je n'en dirai pas plus, c'est pas un film qui est, parce qu'en fait, l'histoire c'est quoi? Ça retrace on revient dans les années 60, on revient, dans les années 70, en 72, quand une équipe d'athlètes israéliens vont se faire prendre en otage par des Palestiniens, par des terroristes palos. Les mecs vont les emmener avec eux, etc. Et ils vont les tuer après un deal qui a foiré, etc. Et par la suite, on va voir Israël qui va rétorquer, qui va répliquer en envoyant des agents du Mossad aux quatre coins de l'Europe pour aller buter les terroristes responsables donc des attentats, des mecs qui sont planqués, des gars qui ont préparé les attentats de loin, etc. Et c'est juste fantastique parce que on est en pleine immersion dans cette équipe, donc l'équipe d'Israéliens qui va donc chasser les terroristes. Du côté des acteurs, c'est juste parfait. Vous vous rendez compte que Spielberg a réussi à rendre Eric Bana excellent. C'est pour moi son meilleur rôle. Il est touchant, mais de ouf, quoi, vraiment du point de vue de l'acting. J'ai jamais vu aussi intense, jamais vu aussi bon, aussi touchant. Également au casting, on peut comptabiliser Daniel Craig. C'était sa dernière grosse production avant qu'il devienne James Bond, et il a un petit peu un rôle similaire. Spielberg a réussi l'exploit de rendre Mathieu Kassovitz excellent et touchant dans ce film. Kassovitz, j'ai toujours eu du mal à tous les niveaux, aussi bien du point de vue de la personnalité que de l'acteur, mais alors dans ce film, il est juste brillant. C'est là qu'on voit que les Français ne sont jamais aussi bien que quand ils sont dirigés par des Américains. Au casting, qui y a d'autres aussi? Il y a cet acteur, Kieran je sais plus quoi, qui est fantastique également, comme toujours, celui qui jouait le Sir John dans l'excellentissime mini-série The Terror. Bref, du point de vue du casting, c'est un 10 sur 10. On a également Geoffrey Rush, qui est génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que Eric Bana et Geoffrey Rush sont deux Australiens, et ils jouent tous les deux des Israéliens avec un accent bien prononcé. Du point de vue de l'acting, ils sont tous excellents, et donc on voit ces agents du Mossad qui traquent les terroristes, et on voit l'impact de cette traque sur leur mindset, et surtout sur le mindset, la psychologie d'Eric Bana, du mec qui joue Eric Bana, Avner, qui sombre de plus en plus dans la paranoïa, la dépression, et on le voit
Je pourrais parler de ce film pendant des heures et des heures, mais ça, malheureusement, des films comme ça, bah, on n'en voit plus et on n'en verra plus. Il est trop parfait, c'est trop génial. Quand je pense que certains considèrent qu'Oppenheimer, c'est un des meilleurs films jamais produits, mais matez Munich, les gars, on est dans un autre game, on est dans un autre système, on est dans un autre... Enfin, on est dans une autre strate, on est dans un autre monde, presque, parce que ces deux-là sont juste incomparables, et je sais qu'ils n'ont rien à voir du point de vue de l'histoire, mais c'est juste pour bien appuyer la comparaison. Là, on a affaire à un faux grand film, et là, on a affaire à un vrai chef-d'œuvre. Du point de vue de l'acting, de la mise en scène, de la musique, du tempo, des silences. Il y a des moments, il y a des silences, des jeux de regard, c'est... Je ne compte même plus le nombre de scènes qui m'ont marqué, voire même traumatisé. Le passage du téléphone quand Kassovitz... Enfin, juste une au pif, quand Kassovitz, donc il joue un espion, un tueur du Mossad, qui se fait passer pour un journaliste, il va voir un terroriste arabe qui est un vieil homme, hein, qui vit dans un bel appartement parisien, il est avec sa femme, sa gosse, tout ça, puis le mec fait « Attendez, je vais téléphoner au journal, machin », parce qu'il fait style qu'il fait une interview au mec, il va dans le salon, et il prend les mesures du téléphone, parce qu'à l'époque c'était dans les années 70, donc les téléphones, machin, et il prend les mesures du téléphone pour planquer une bombe, pour avoir la référence du truc, enfin c'est technique, hein, c'est comme ça qu'ils font, quoi. Enfin qu'ils faisaient, et au moment où il fait son contour, il y a la fille, donc du vieux, qui rentre dans la pièce, qui va faire du piano, et il y a un jeu de regard entre les deux, ah, bonjour, et le mec il continue à faire son truc, l'air de rien, et il y a la meuf, la gamine, qui commence à faire du piano, et il y a un jeu de regard entre les deux, c'est beau, c'est puissant, je pourrais vraiment, ça c'est... Pareil, le passage de la bombe dans l'hôtel, les réactions d'Avner par rapport à tel ou tel moment... Ce film est parfait, je peux en parler pendant des heures, et des heures, et des heures, et je pense que j'en parlerai un jour parce qu'il est tellement en lien avec l'actualité, par rapport à ce qui se passe, comme j'ai dit, en Palestine, en Israël, notamment par rapport à la morale de fin du film, où en gros, je vous spoil un petit peu, en gros... Non, je le fais ou je le fais pas? Ah, bon bref, je le fais. Bon, en tout cas, si vous kiffez le style, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous voulez pas aller jusqu'au bout, si vous voulez pas entendre qu'est-ce que je vais spoiler, mais c'est pas vraiment un gros spoil. Et voilà, je le dis quand même pour ceux qui ne comprendraient pas, parce que la fin, c'est un peu... On se pose des questions, mais en gros, la fin du film, la fin de Munich, laisse supposer que le terrorisme ne s'arrêtera jamais. Je viens de mettre un coup, là, je viens de casser l'ambiance, là. Mais bref, j'en ai assez dit, et encore une fois, à Munich, je peux en parler pendant des siècles. Je pense que je ferai une vidéo entière sur ce film. Il faudrait que je joue avec les droits d'auteur, tout ça, parce que j'aimerais bien montrer des tas de scènes du film qui sont... Enfin, matez-le d'urgence. Forcez-vous, je sais, le film va durer 2h30, 3h, mais c'est 3 heures qui sont parfaitement gérées, parfaitement maîtrisées. Spielberg était pour moi au sommet de son art, le film a été un bide malheureusement, et c'est normal, hein, de par l'histoire, de par l'affiche, hein, qui ne dit pas grand chose, mais pourtant, wow, quel film, quel chef-d'œuvre. Et au début, j'étais pas chaud pour le mater, hein, j'étais wow, machin, et finalement, wow, j'ai été happé. Enfin, je vous le dis, il y a des scènes vraiment qui sont... La scène de la péniche, par exemple. J'en dis pas plus, mais la scène de la péniche, juste inoubliable. Vous m'en direz des nouvelles, voilà. Matez ce film, et donnez-moi votre avis dans les commentaires, si vous l'avez déjà vu, bien sûr, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, prouvez au monde, à ceux et celles qui passeront dans la section commentaires, prouvez-moi que ce film est juste génial, ceux qui l'ont déjà vu, parce que je sais que si vous l'avez vu, vous l'avez forcément aimé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, encore une fois je l'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mettez un like et abonnez-vous si vous kiffez le format, je vous dis à très bientôt, bon visionnage, prenez bien soin de vous, ciao.